Je vais vous raconter l'histoire des lapins crétins qui ont 10 ans. Voilà, et je vais parcourir un petit peu les différentes formes des lapins. Pour commencer, un rapide coup d'œil sur le marché des jeux vidéo et aussi un petit coup d'œil sur Ubisoft. Le marché mondial est évalué à 90 milliards de dollars. En France, à titre d'exemple, on est la deuxième industrie après le livre et avant le cinéma et l'audiovisuel. C'est une industrie très importante. Les nouvelles consoles Xbox One et PS4 se sont vendues à 60 millions d'exemplaires, ce qui redynamise le marché actuellement. Et le fait marquant, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des revenus sont digitaux, ce qui n'était pas le cas auparavant. Là, c'est pour vous montrer un peu la segmentation et vous montrer l'importance du jeu mobile. Aujourd'hui, le jeu mobile représente 23 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et vous voyez qu'en comparaison, les jeux PC et les jeux consoles représentent une part bien moins importante. Donc le mobile aujourd'hui, c'est ce qui a permis aussi aux femmes de prendre une part importante dans les jeux vidéo. Je vais vous en parler juste après. Hop, pardon. Je ne sais pas revenir en arrière. Si. Le profil des joueurs, 28 ans en moyenne, c'est un chiffre qui reste à peu près stable en ce moment. Et 48% des joueurs sont des joueuses. Tout ça, ça a démarré grâce à la Wii il y a 10 ans, parce que la Wii a permis de mettre en place sur le marché des jeux beaucoup plus grand public, qui pouvaient s'adresser aussi à des joueuses. C'était beaucoup plus simple d'accès. Et aujourd'hui, grâce au mobile, vous avez vu la place du mobile dans la société, les femmes jouent de plus en plus. Donc 48%, c'est un chiffre très important. Ubisoft, c'est une société qui a maintenant un peu plus de 30 ans. Créée en 86, c'est une société française qui est implantée dans le monde entier, mais c'est une société française avec plus de 11 000 collaborateurs à travers le monde, 94 nationalités différentes. Et effectivement, on parle beaucoup en bois, parce que les lapins crétins, depuis 10 ans, prennent beaucoup de place dans notre histoire. La présence internationale d'Ubisoft, 30 studios de production à travers le monde. La production, ça représente 80% des équipes chez nous. 20% sont dédiés plutôt au business, à la commercialisation. Et maintenant, les lapins crétins. Donc les lapins crétins sont nés il y a 10 ans, en 2006, non pas comme héros d'un jeu, mais comme adversaire d'un personnage qui s'appelle Rayman. Le jeu s'appelait Rayman contre les lapins crétins, et c'est un jeu qui est sorti sur la plateforme Wii. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Ubisoft cherche systématiquement à être présent au lancement des consoles. Quand il y a une nouvelle console, c'est une façon assez importante de prendre des parts de marché, parce que quand les nouvelles consoles paraissent, il y a très peu de jeux disponibles à la vente. Donc si vous êtes parmi les premiers à figurer dans le catalogue des jeux qui accompagnent la console, ça vous permet de vous installer assez confortablement sur le marché. Donc Rayman a été relancé en 2006 avec la Wii et avec ses petits personnages des lapins crétins. Les lapins crétins sont restés avec Rayman en 2007 et en 2008. Et en 2009, ils sont devenus un jeu à part entière. Ils se sont séparés de Rayman et sont devenus les vrais héros de leur jeu, avec un jeu d'aventure. Et la même année, on a commencé à faire des partenariats. Il y a eu par exemple des calendriers avec les lapins qui vantaient les différents sports. Et puis les jeux ont continué en 2010, des partenariats avec des marques importantes. À partir de 2010, ils sont aussi très présents sur le web avec des petits films viraux. On en parlera un petit peu après. En 2011, on continue, et en 2011 sort la Kinect sur la Xbox 360. La Kinect était un accessoire et on voulait en tirer parti. En 2012, la Wii U, donc à nouveau les lapins crétins sur cette console, est sortie de la première BD Lapin. 2013, c'est le début de la série télé, que vous avez peut-être vu sur France 2, France 3 ou sur Nickelodeon. Et on continue les BD, les accessoires, les jeux. 2014, ça continue. 2015, toujours.
La série continue, on en est à la 3e saison. Et en 2016, là la flèche ne va pas jusque-là, on a fait cet été, peut-être l'avez-vous vu, une série autour des sports qui s'appelait 1 minute un sport avec France Télévisions et qui remettait en fait les lapins en condition de Jeux Olympiques pour expliquer les grandes règles des Jeux. Donc voilà, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire des lapins, beaucoup de gens nous disent c'est une marque à 360 degrés. Et on parle beaucoup de 360 degrés, on parle beaucoup de transmédia, on parle beaucoup de... Voilà, on parle beaucoup de transmédia actuellement. Et Les Lapins Crétins, c'est avant tout un jeu vidéo, c'est né comme un jeu vidéo en 2006. Si c'est devenu une marque à 360 degrés, c'est parce que le contenu était consistant et que ça a été un succès. C'est très difficile aujourd'hui de partir nativement sur une marque et de la déclarer 360 degrés parce que ce sont des projets qui nécessitent une écriture particulière. Faire du 360 degrés, c'est pas faire du produit dérivé, c'est pas dupliquer un scénario et le développer sur différents produits. Faire du 360 degrés, c'est vraiment penser de la complémentarité entre les produits qu'on va développer. C'est avoir une vraie stratégie de contenu qui est différent d'une plateforme à l'autre, qui apporte quelque chose de différent, parce que le consommateur n'a pas les mêmes attentes quand il achète un livre, quand il achète une BD, quand il achète un jeu vidéo. Et il faut être vraiment conscient que faire du produit dérivé, c'est pas la même chose que de développer une vraie stratégie de contenu. Il y a quelques années, quand on faisait un jeu basé sur une licence de film, c'était un succès. Je parle de ça il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les joueurs de jeux vidéo n'achètent plus, ou très peu, des jeux vidéo qui sont issus d'une licence de film, parce qu'ils ont vraiment l'impression que c'est du produit dérivé, que c'est le temps, c'est le fait que le jeu sorte en même temps que le film qui va être primordial, et du coup ils se disent que la qualité va être moindre. Donc ils n'achètent pas ces jeux, sauf si c'est un jeune public. Donc c'est très important de penser le contenu de vos produits et d'être vraiment consistant dans tout ce que vous faites. Ça demande des écritures spécifiques et il faut vraiment respecter ça. Mais même si on cherche à être spécifique et différent sur tous les produits qu'on développe, c'est important d'avoir un fil rouge et qu'on reconnaisse les attributs de la marque et les piliers de la marque à travers tout ce que vous faites. Nous, sur les lapins, notre fil rouge, c'est l'invasion. Donc ils ont d'abord envahi le monde de Rayman, ensuite ils ont envahi le monde humain, ils ont envahi la télé, le temps, les parcs, à la fois les parcs sur le jeu Wii U, mais aussi les parcs tels que le Futuroscope. Ils ont envahi l'espace, ils envahissent les séries télé, et les séries télé à 2 titres, parce qu'en fait la série télé est diffusée en télé, mais on a fait aussi une série télé interactive sur PS4 qui reprenait en fait les épisodes diffusés sur France Télé et qui réutilisait certaines petites scènes des épisodes pour en faire des jeux interactifs. Et voilà, donc le fil rouge est important quand on veut garder la consistance de sa marque. Les jeux vidéo, c'est par là où tout a commencé pour les lapins et c'est par là où tout commence chez Ubisoft. Le cœur de métier d'Ubisoft, c'est les jeux vidéo et il n'y a pas de déclinaison d'autres produits si le jeu vidéo n'existe pas, si le jeu vidéo n'est pas fort. Donc en 2006, Rayman contre les lapins crétins, ça fonctionne bien. C'est surtout quelque chose qui a très bien démarré en France et qui a eu un très très fort succès en France. C'est la série télé qui a permis d'internationaliser beaucoup plus les lapins crétins. Donc en 2006, contre les lapins crétins, Rayman contre les lapins crétins. En 2007, Rayman contre les lapins encore plus crétins. En 2008, la Wii sort la Balance Wii Board et on refait un jeu de Rayman contre les lapins crétins, mais en utilisant cette fois-ci la Balance Wii Board, la Balance Board, et on communique sur le fait que c'est le premier jeu vidéo qu'on peut jouer avec ses fesses. Voilà, on pouvait s'asseoir sur la board et ça donnait un petit côté rigolo au jeu. Ensuite, il y a des développements sur des applications, enfin sur différentes applications, sur le système iOS, la 3DS. Sur le téléphone, la Wii U, la Kinect, etc. Le fil rouge, c'est les lapins crétins, l'invasion à travers les jeux vidéo, et c'est vraiment la colonne vertébrale de cette marque. En 2009, parce qu'on est une équipe de créatifs,
les équipes de jeu avaient très envie de jouer avec ces lapins, parce que les lapins étaient vraiment des personnages avec lesquels on avait envie de s'amuser. Donc les équipes de jeu ont commencé à faire des films viraux sur Internet. Et ces petits films viraux qui intégraient les lapins dans un univers réel ont extrêmement bien fonctionné, et ça a vraiment lancé la notoriété des lapins sur la toile. Pour commencer, on va en voir un. On va peut-être voir le tout premier film viral. Donc voilà, ça c'est pour le réveil. Et on va en voir un deuxième, s'il vous plaît. Des petits films comme ça, il y en a eu plus de 300 sur la toile. Donc c'est important, ça a été un vrai phénomène, ça continue. Et en 2009, Renault nous a demandé de faire une pub avec les lapins, qui a été diffusée sur YouTube, qui a très très bien fonctionné. Et vous verrez après que ça a été très important pour nous. Et aujourd'hui, donc plus de 300 vidéos virales et 90 millions de vues pour la série des lapins crétins qui est diffusée après la télé sur YouTube, sur la chaîne de France Télévisions. Donc très forte présente sur les réseaux sociaux. Les partenariats, ça découle en fait de ce succès sur la toile. Donc comme c'est une marque qui plaît, il y a énormément de marques qui ont voulu s'associer aux lapins. Donc vous avez peut-être vu certains clips utilisant les lapins, notamment celui de la colle UU où il utilise le stick UU comme un baume pour les lèvres et du coup il a la bouche collée. Donc voilà, ces partenariats fonctionnent très très bien en France. Ça marche un petit peu moins bien à l'étranger parce qu'en fait la marque est vraiment... c'est en France où tout a démarré et c'est là où vraiment les gens ont le plus de plaisir à jouer avec. Et celle qui a vraiment, le partenariat qui a vraiment installé les lapins au niveau du grand public, c'est une pub Renault qui a été faite pour la télévision. En 2009, c'était sur la toile. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils nous ont demandé de faire une pub télé en 2010. Et une fois que ça passe à la télé, c'est vraiment dans tous les foyers. Donc là, on va regarder la pub qui a vraiment lancé le démarrage des lapins en grand public. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Faites demi-tour. Renault Grand Scénic avec GPS Carmina TomTom. Ça, au moins, c'est pas crétin. Donc dans la déclinaison, on fait des produits, parce que les marques nous demandent d'utiliser les lapins pour faire des couvertures de lit, des t-shirts, des peluches. Donc aujourd'hui, ça part des bonbons Lutti jusqu'au papier toilette, en passant par les jeux mécanos. On a plus de 50 partenaires, plus de 3500 références produits. Ce qui est important pour nous, c'est systématiquement de miser la qualité. Donc on évite, alors parfois il y a des ratés, hein, je ne vous le cache pas, on a parfois des surprises, mais en tout cas, l'objectif, c'est systématiquement de viser la qualité dans les produits que l'on fait et qu'on décline, pour rester dans l'ambition de soutenir la marque et non pas de l'abîmer.
Une autre déclinaison des lapins crétins, c'est les bandes dessinées qui ont commencé à paraître en 2012. Et aujourd'hui, c'est étonnant parce que le titre des lapins crétins en bande dessinée fonctionne extrêmement bien, fait partie des meilleures ventes de BD en France. Alors après, il y a d'autres titres qui sont déclinés, mais la BD, c'est plus de 600 000 BD vendus, ce qui est énorme. Et en fait, ce qui rend cette BD attractive, c'est qu'elle est crétine, vraiment, jusqu'au bout. Elle bouscule en fait les codes de lecture habituels. On va jouer, j'ai mis un exemple ici où on joue avec les vignettes, mais l'ordre de lecture de BD classique est bousculé. Et puis, quand on tient une BD des lapins crétins en main, il faut la retourner, il faut jouer avec, parce que les lapins crétins sont crétins et jouent aussi avec le format de la BD. Je pense que c'est ça qui plaît aussi au jeune public en particulier. Et puis, ça s'est décliné au Futuroscope. Donc le Futuroscope, c'était une commande un peu particulière parce que le Futuroscope voulait réactiver une attraction ancienne. Donc on avait la contrainte d'utiliser un ride existant et d'être innovant dans ce ride. Donc, en termes d'attraction, pour ceux qui ont fait l'attraction du Futuroscope, c'est pas époustouflant, vous n'êtes pas balancé dans tous les sens. Les femmes enceintes et les enfants de très jeune âge peuvent la faire. Et en fait, vous êtes assis sur des toilettes de WC, code lapin classique, et vous voyagez à travers le temps, qui là aussi est un voyage classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé l'attraction aussi en amont. Quand vous faites la queue, il se passe des choses. Quand vous rentrez dans le bâtiment de l'attraction, il y a un musée et il y a une petite boutique avec des choses très crétines. Vous avez une machine à taper en bois, vous avez la statue de tout en PQ, parce que le rouleau de PQ, c'est un des accessoires fétiches des lapins crétins. Et vous rentrez dans une galerie de tableaux qui reprend plein d'œuvres classiques où les héros ont été remplacés par des lapins. Vous entendez une mouche voler, et quand la mouche se pose et qu'elle arrête de voler, là, il y a un verre qui se casse. Et vous cherchez désespérément quel est le tableau où le verre s'est cassé. Et c'est très amusant. Mais quand vous avez un billet coupe-fil, vous ratez tout ça en fait. Donc vous rentrez directement sur le petit ride. Et les gens du Futuroscope nous ont dit, quand les gens viennent voir l'attraction des lapins crétins, ils ne jouent plus du pass pour couper... ils n'utilisent plus leur billet coupe-fil, parce que du coup, ils ratent tous les à côté qui sont vraiment très rigolos aussi. Donc cette attraction marche extrêmement bien. Elle a reçu plusieurs prix, là j'en ai mis 2 en référence. Elle a reçu surtout des prix parce que c'était une création dans la contrainte et que c'était pas évident d'en faire une opération à succès avec toutes les contraintes de réutilisation qu'il y avait. Donc voilà, aujourd'hui, on va un petit peu plus loin avec les lapins crétins. Depuis mi-décembre, il y a 6 sièges VR qui ont été installés au MK2 Bibliothèque à Paris et 2 sièges VR installés à Taipei. Vous vous assieds dans un fauteuil, vous mettez un casque de réalité virtuelle et là, vous rentrez dans une expérience lapin très spécifique. Donc ce sont des premiers essais. Chez Ubisoft, on aime bien tester, on aime bien faire des tests, tenter des aventures. Il y a encore un siège VR qui ouvre à Los Angeles, il va y en avoir un à Montréal, Québec, je crois au mois d'août prochain, qui va ouvrir. Donc voilà, c'est les nouveautés chez les lapins. Et puis la série des lapins crétins, qui a permis en fait un développement de la marque à l'international. Parce que comme je vous disais, ça a vraiment bien fonctionné au démarrage les lapins crétins en France et puis en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, sur les pays limitrophes. Mais quand on nous a donné le mandat de la série des lapins en série télé, l'objectif c'était de la rendre vraiment populaire aussi à l'étranger. Et le territoire le plus difficile à toucher, c'était les États-Unis. Donc on a fait un partenariat avec Nickelodeon qui nous a permis de le diffuser dans plus de 35 pays. Et puis France Télévisions assure aussi une partie de la distribution et au total on arrive à toucher aujourd'hui plus de 50 territoires. Donc on en est à la 3e saison, on vient de finir la 3e saison. Ça fait 236 épisodes de 7 minutes et chaque saison fait plus de 9 heures d'animation qu'on fait en 14-15 mois. Donc c'est une vraie chaîne de fabrication intensive.
La cible, c'est les enfants. Mais comme dans la série, on essaye d'avoir plusieurs niveaux de lecture et qu'on s'amuse aussi beaucoup dans l'écriture, bah, ça touche évidemment les parents parce qu'on y trouve plein de codes, plein de références à des séries qu'on connaît, à des films qu'on connaît. Enfin, si vous voyez la série, vous voyez très bien ce que je veux dire. La seule remarque négative que j'ai eue un jour, c'était que les mamans qui cuisinaient dans leur cuisine n'entendaient que des bois et que c'était un peu pénible au niveau auditif si on n'entendait que le son et qu'on ne voyait pas l'image. Donc voilà, aujourd'hui, en 2015, on a touché 65 millions de spectateurs et la série vient d'être diffusée, enfin depuis 2016, elle est diffusée en Chine sur CCTV. Et en fait, il y a plus de 260 millions de Chinois qui ont vu au minimum 1 minute des Lapins Crétins. Donc ils n'ont pas tous vu un épisode entier, mais tout le monde, enfin sur ces 260 millions, au moins 1 minute de vue. On est assez étonné. La Chine est un territoire très étonnant. Les thèmes de la série, on réinvente rien. On se base vraiment sur les piliers de ce qu'il y a eu en jeu vidéo. Donc l'invasion, la conquête sur la Lune, le voyage dans le temps. Et aujourd'hui, le digital. Je vous parlais de la Chine comme un territoire étonnant. On a fait un partenariat avec WeChat et 3 milliards de stickers lapins crétins ont été échangés. Ça a énormément fonctionné pour envoyer, au lieu d'envoyer des petits smileys et des petits cœurs, on envoyait des petits lapins crétins et ça marchait très bien et on est nous-mêmes abasourdis par ce résultat. Donc voilà, il y a encore plein de choses à inventer, plein de choses à créer. Ce qui est important quand on développe une marque, on n'est pas obligé de la créer tout de suite 360. Les lapins n'étaient pas une marque pensée 360. Elle s'est développée au fur et à mesure et aujourd'hui elle est 360. Il y a quelques projets qui sont nativement 360 degrés et ces projets pensent réellement tout le contenu et quelles vont être les différentes expériences d'un projet à l'autre et la complémentarité de ces projets. Et ce qui est important, c'est d'être curieux, c'est d'être ouvert et c'est de vraiment penser une véritable écriture de tout ce que l'on va faire, qu'il y ait du sens et du contenu dans tout ce que l'on développe et de la qualité. Voilà, j'ai terminé.